Welcome to the debate. Aujourd'hui, nous analysons les dynamiques complexes de la communication face à l'erreur. Et pour commencer, j'aimerais qu'on s'imagine un instant dans le cockpit d'un avion de ligne. Si un moteur surchauffe, une alarme rouge s'allume instantanément sur le tableau de bord. Oui, une alarme très stridente, très binaire. Exactement. C'est brutal et la machine ne se demande absolument pas si le pilote a bien dormi la nuit précédente, ni si cette alarme risque de le vexer. Elle signale une défaillance, un point c'est tout. C'est la vérité à l'état pur. Mais si on quitte ce cockpit et qu'on entre dans n'importe quel espace de travail humain, cette alarme clinique disparaît totalement. Complètement. Pensez à la dernière fois où vous avez cliqué sur Répondre à tous avec la mauvaise pièce jointe. Votre cœur s'arrête, hein. Et quand votre manager s'approche, nous savons tous que nous enveloppons nos erreurs sous des couches de papier bulle linguistique. Des phrases comme pas de pression ou je crois qu'il nous manque une petite chose. C'est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Face à notre corpus linguistique sur la gestion des erreurs au bureau, nous devons nous demander si cette habitude de systématiquement adoucir le langage est vraiment saine. Je suis convaincue que ce langage d'atténuation est une technologie sociale absolument indispensable. C'est en fait ce qui empêche nos environnements de travail de s'effondrer sous le poids du stress humain. Et je regarde cette même tendance avec, je dois dire, une très profonde inquiétude. Je suis convaincu que nous payons un prix exorbitant pour ce confort émotionnel. En refusant de nommer les choses clairement, nous déformons la réalité factuelle. Nous sacrifions la responsabilité au profit d'un simple confort émotionnel. Alors, plongeons directement dans la mécanique de ce langage avec une situation du corpus que tout le monde reconnaîtra. Imaginez une employée, disons Anna. Elle a travaillé très tard la veille sur un rapport financier. Le lendemain matin, son collègue, David, rien à voir parce qu'il s'est rendu compte qu'elle a envoyé l'ancienne version du fichier. Les chiffres de la page 3 sont complètement faux. Totalement faux. Mais David s'approche et, au lieu de pointer l'erreur du doigt, il dit « Je crois qu'il nous manque peut-être la mise à jour la plus récente. » Remarquez bien la construction ici. Il y a le pronom inclusif « nous » au lieu du « tu » et le verbe modal « peut-être ». Vous pourriez y voir un manque de clarté, mais c'est en réalité un piratage neurologique brillant. Un piratage neurologique. C'est un bien grand mot pour décrire une simple esquive. Non, mais pas du tout, c'est de la biologie pure. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « tu as envoyé le mauvais fichier », votre cerveau archaïque perçoit une menace existentielle. C'est le fameux détournement de l'amygdale. Le mécanisme de combat ou de fuite. C'est ça, hein? Le sang quitte votre cortex préfrontal, qui est responsable de la logique, pour préparer votre corps à se défendre. Sous l'effet d'une accusation directe, Anna deviendrait littéralement moins capable de corriger le problème sur le plan cognitif. En disant « je crois qu'il nous manque peut-être quelque chose », David crée une zone tampon. L'amygdale d'Anna ne s'enflamme pas. Je ne conteste pas la neurologie de la chose, bien sûr. C'est évident qu'être purement agressif est contre-productif, mais analysons ce qui se dit réellement dans cette conversation, au-delà de la fréquence cardiaque d'Anna. Quand David s'approche, Anna sent bien qu'il y a un souci. Elle lui demande très clairement « Est-ce qu'il y a un problème ?» Et David répond, texto, pas exactement. Pour faire redescendre la pression, oui. Mais arrêtons-nous là-dessus. Pas exactement, c'est factuellement faux. Quelque chose est absolument incorrect. Un fichier contenant des données obsolètes circule dans l'entreprise, et David lui ment pour l'aménager. Ce n'est pas un mensonge, voyons. C'est une hiérarchisation de la gravité. Le problème est mineur et se règle en un seul clic. Regardez la suite de leur échange, c'est encore plus révélateur de la dérive dont je parle. Anna réalise son erreur, exprime son embarras, et que dit David pour la calmer ? Il dit « Honnêtement, personne ne l'a encore remarqué ». C'est cette phrase précise qui me pose un immense problème conceptuel. Pourquoi ? C'est juste de la politesse. Non, c'est l'installation d'une éthique de l'apparence. En disant « personne ne l'a remarqué », David déplace subtilement la valeur du travail. Le message implicite devient « ton travail n'a pas besoin d'être intrinsèquement exact, il faut juste que l'erreur ne soit pas visible par les autres ». La qualité n'est plus mesurée par la rigueur des faits, mais par la perception sociale. C'est un poison lent pour une organisation. Vous noircissez considérablement le trait. Dire « personne ne l'a remarqué », c'est simplement contextualiser l'impact matériel de l'erreur sur le moment. Mais puisque vous parlez de l'impact matériel, sortons un instant du bureau. Regardons comment cette stratégie d'atténuation fonctionne face à des erreurs dont la réalité est absolument incontestable. Je vous écoute. Prenez la situation classique au restaurant, également tirée de nos documents. Vous êtes affamé, vous commandez une grande pizza au fromage.
Le serveur arrive et dépose devant vous une petite salade verte. L'erreur est totale. Il n'y a aucune ambiguïté. Pourtant, si l'on applique l'approche linguistique que je défends, la réaction la plus efficace est de dire « Excusez-moi, je crois qu'il y a peut-être une petite erreur ». Ce qui est, sémantiquement parlant, complètement absurde. Il n'y a pas peut-être une erreur, elle n'est certainement pas petite. C'est une salade au lieu d'une pizza. Absolument. Et c'est là toute la beauté de la chose. Laissez-moi vous proposer une métaphore. Ce langage indirect, ce n'est pas un miroir conçu pour refléter parfaitement la réalité. C'est l'amortisseur d'un véhicule. L'amortisseur n'a pas pour but d'effacer le nid de poule sur la route. Le nid de poule, c'est la salade au lieu de la pizza. Il existe, il est bien réel. Oui, je vous suis. Mais la fonction de l'amortisseur, c'est d'absorber l'énergie cinétique du choc pour que le véhicule, c'est-à-dire votre relation avec le serveur à cet instant précis, ne se disloque pas. Votre but final n'est pas d'avoir raison de façon éclatante. Votre but, c'est d'obtenir votre pizza le plus vite possible sans que le serveur panique ou se mette sur la défensive. Vous absorbez le choc verbalement et la correction est immédiate. Votre analogie de l'amortisseur est excellente, vraiment. Mais vous refusez d'en voir les conséquences logiques. Que se passe-t-il quand la suspension d'un véhicule est beaucoup trop souple? Le conducteur perd tout contact sensoriel avec la route. Il ne ressent plus les aspérités, il flotte. C'est extrêmement dangereux. Il ne réalise pas qu'il conduit sur un terrain potentiellement destructeur. Et c'est exactement ce qui se passe avec ces expressions comme « je crois qu'il y a peut-être une petite erreur ». La clarté, c'est le capteur sensorial d'une équipe. Si vous introduisez un problème grave avec le même langage désinvolte que pour parler de la pluie et du beau temps, la politesse se transforme en ambiguïté dysfonctionnelle. L'erreur est traitée comme un simple faux pas mondain, pas comme une défaillance. Mais cette ambiguïté que vous redoutez, en fait, elle n'entrave pas l'action. Mettre de l'huile dans les rouages n'empêche pas la machine de tourner, au contraire. Et cela nous amène au cœur de notre désaccord sur la question de la responsabilité. Vous pensez que parce qu'on utilise un langage d'eau, la personne qui commet l'erreur se dédouane. Ah mais je ne le pense pas, j'en suis absolument convaincu. Et si nous reprenons notre scène du bureau, la façon dont Anna réagit après avoir été corrigée par David illustre ce mécanisme de manière assez glaçante. Une fois le bon fichier identifié, il lui dit « Merci d'avoir attrapé ça ». Catching that, oui. Réfléchissons au concept d'attraper une erreur. Cette métaphore linguistique n'est pas anodine. Elle transforme soudainement l'erreur en une entité physique autonome. C'est comme si la faute était un papillon sauvage qui volait par hasard dans l'open space et que David avait héroïquement capturé au vol avec son petit filet boulange. C'est une image très amusante, mais c'est une simple figure de style. Le langage structure notre pensée. En disant merci d'avoir attrapé ça, l'auteur de la faute, Anna, qui a quand même envoyé de fausses données par manque de concentration, se métamorphose instantanément en bénéficiaire d'un sauvetage. Elle n'est plus la créatrice du problème, elle est la co-observatrice d'un phénomène météorologique malheureux. Si chaque manquement est accueilli par un pas de pression, on dilue la responsabilité individuelle dans un brouillard collectif. Plus personne ne fait d'erreur, il n'y a que des dysfonctionnements qu'on attrape. C'est la mort de l'imputabilité. Vous créez une fausse dichotomie entre la sécurité psychologique et la responsabilité. Vous partez du principe que si on ne désigne pas le coupable avec une précision punitive, alors la responsabilité s'évapore. C'est faux. Juste avant de remercier David, Anna prononce 2 mots essentiels. Elle dit « will do », « je m'en occupe ». Sur le moment, vous? C'est l'expression d'une prise en charge absolue et immédiate de l'action corrective. Elle ne fuit pas, elle répare à la seconde même. L'illusion, c'est de croire que stigmatiser l'erreur réduit sa fréquence. Reprenons l'exemple de l'aviation de tout à l'heure. Pourquoi l'aviation civile est-elle le moyen de transport le plus sûr au monde? Pas parce que les pilotes ont peur d'être punis, c'est grâce au système de signalement sans blâme. Le fameux blameless reporting, oui. Exactement. Quand un pilote fait une erreur, il la signale sans craindre pour sa carrière. Et le système s'améliore. Dans un bureau, quand David dit « pas de pression », il signe un contrat émotionnel avec Anna. Il lui dit « l'erreur est identifiée, tu n'es pas menacé, maintenant focalise toute ton énergie sur la solution ». Menacer le statut social de quelqu'un n'a jamais empêché la fatigue neurologique de produire des erreurs. Ça a juste appris aux gens à les cacher sous le tapis. La comparaison avec l'aviation a ses limites tout de même. Les pilotes s'appuient sur des procédures strictes et des listes de contrôle impitoyables, pas sur le ressenti de leur copilote. Mais acceptons votre postulat pour les erreurs mineures. Un mauvais fichier, une salade au lieu d'une pizza.
Le coût de cette petite chorégraphie rassurante reste gérable. Mais là où votre système s'effondre, c'est face à une négligence majeure. C'est-à-dire, hein, Si ce langage d'amortisseur devient le seul vocabulaire disponible, comment nomme-t-on l'inacceptable ? Dans le matériel analysé, il y a ce cas fascinant de l'employé qui, au lieu d'envoyer le rapport crucial sur les résultats trimestriels à son directeur, se trompe de fichier et lui envoie sa propre liste de courses personnelles. Des œufs, du lait, du shampoing. ah oui, c'est un exemple merveilleux de la faillibilité humaine poussée à l'extrême. Merveilleux ce jouillant. C'est sidérant de négligence. Envoyer sa liste de courses à la direction générale. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la réaction du directeur. Que dit-il ? Il répond avec humour. « Pourquoi dois-je acheter des œufs ?» Suivi d'un désarmant. « It happens, just send me the real report. » Ça arrive, envoie-moi le vrai rapport. Dire « ça arrive » pour une erreur d'une telle ampleur, c'est le nivellement par le bas absolu. Vous lisez vraiment la situation de façon très sévère. Si une erreur monumentale est accueillie avec la même phrase consolatrice qu'une erreur de pizza au restaurant, alors notre langage a perdu sa capacité de gradation. Nous n'avons plus les mots pour distinguer l'inattention bénigne de l'incompétence systémique. Et si on ne peut plus dire « ceci est inacceptable », alors l'inacceptable devient la norme. C'est là que nous lisons la même situation avec des lunettes diamétralement opposées. Ce que vous voyez comme un nivellement par le bas, je le vois, moi, comme l'apogée de la résilience d'un véritable leader. Décortiquons la réaction de ce directeur. En recevant une liste contenant du shampoing et du lait, il sait instantanément qu'il n'y a aucune malice. C'est une erreur de manipulation stupide, probablement liée à trop d'onglets ouverts. Mais ça reste une faute professionnelle. Oui, mais s'il réagissait avec la rigueur clinique que vous appelez de vos voeux, s'il envoyait un email cinglant et exigeant des explications formelles, que se passerait-il ? Il perdrait un temps précieux, il générait une angoisse toxique chez l'employé et surtout il détruirait la confiance. Son humour agit comme un désamorçage tactique. Le message du directeur n'est pas « l'exigence n'existe plus ». Son message est « notre relation professionnelle est plus solide que cette erreur ridicule. Maintenant donne-moi les chiffres ». Il sépare l'incident matériel de l'identité professionnelle de l'individu. Il sépare tellement l'incident de la réalité qu'il enterre l'opportunité d'apprendre. L'humour est un outil social fantastique, oui, mais ici, c'est un mécanisme d'évitement. En balayant cette erreur monumentale sous le tapis de la cordialité avec un rire et un « ça arrive », le directeur prive l'entreprise d'une véritable analyse systémique. C'est-à-dire, Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Se demander pourquoi cette erreur a eu lieu. Peut-être que cette personne est au bord du burn-out. Peut-être que les processus de confidentialité des données de l'entreprise sont si poreux que des listes de courses se retrouvent stockées dans les mêmes dossiers que les bilans financiers. Si vous dites ça arrive, vous fermez la porte à l'autopsie de l'erreur. Une véritable résilience, ce n'est pas de sourire, c'est de dire il y a eu une rupture grave de nos processus informatiques ici. Comment s'assure-t-on que cela ne se reproduise jamais ? Votre confort émotionnel à court terme est acheté au prix de la vulnérabilité opérationnelle à long terme. je vous accorde que l'analyse systémique est indispensable, mais ce que vous semblez ignorer, c'est la temporalité de l'action. Une phrase comme « ça arrive » ou « pas de pression » ne remplace pas l'autopsie de l'erreur, elle gère l'urgence de l'instant T. Je vois. Rien n'empêche ce manager de planifier une réunion la semaine suivante pour revoir l'architecture des dossiers ou discuter de la charge de travail de l'employé. Mais le jour J, la priorité absolue est de rétablir le flux de travail. Les formules rassurantes servent de garrot émotionnel. Vous arrêtez l'hémorragie du stress pour pouvoir opérer le système plus tard à froid. C'est là toute l'élégance de cette technologie sociale. Un garrot émotionnel, peut-être, mais qui reste souvent en place beaucoup trop longtemps et finit par gangréner le rapport à la vérité. Pensez simplement aux coûts psychologiques pour ceux qui travaillent avec une précision horlogère. Quand ils voient que la négligence grave est traitée avec le même sourire indulgent qu'une étourdie, c'est leur motivation à eux qui est sapée. La vérité pure a une vertu inestimable. Elle crée une réalité partagée, où tout le monde connaît les standards. En voulant trop rassurer, on finit invariablement par tuer l'exigence. Nous arrivons au terme de cet échange et il me semble clair que nous touchons ici à une vraie question de philosophie du travail. De mon côté, je maintiens que les humains ne sont pas des algorithmes. Nos environnements sont remplis de bruit, de fatigue, d'émotions complexes. L'utilisation d'expressions tampons comme « pas de pression » n'est pas un refus de la vérité matérielle. C'est la reconnaissance intelligente que pour corriger une erreur, il faut parfois naviguer habilement à travers la fragilité humaine. Et pour ma part, je reste profondément sceptique face à cette inflation du confort. Si nous externalisons systématiquement nos fautes, en remerciant les autres de les avoir rattrapées, nous perdons le contact avec l'exigence intrinsèque. Une erreur, nommée avec précision,
n'est pas une attaque personnelle, c'est le point de départ incontournable de toute progression. L'empathie est vitale bien sûr, mais elle ne doit jamais devenir le linceul de la clarté. Je crois que s'il y a un point de convergence entre nous aujourd'hui, c'est bien l'idée que l'hystérie et la colère pure n'ont strictement aucune utilité pour résoudre des problèmes professionnels. Totalement d'accord. Punir par pur réflexe émotionnel est tout aussi inefficace que de noyer la réalité sous des euphémismes. Le véritable défi réside dans ce point d'équilibre extrêmement fin, comment nommer la réalité sans détruire la relation. Exactement. Et cela prouve à quel point les mots que nous choisissons chaque jour, de la machine à café au conseil d'administration, font bien plus que décrire notre monde. Ils le construisent en temps réel. La prochaine fois que vous ferez face à l'erreur d'un collègue ou à la vôtre, quel chemin choisirez-vous ? L'alarme rouge ou l'amortisseur linguistique? Il y a encore tant à explorer dans la manière dont nous communiquons, mais nous laisserons le soin à nos auditeurs de trancher pour eux-mêmes. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.